Jean-Maurice Labour, mauricien, d'une famille de 6 enfants. Mon père était infirmier, ma mère femme au foyer. Et à me voir dans ma physionomie, je ressemble à un Indien, mais je suis très créole. Et j'ai donc grandi dans une famille d'enseignants, dans une ville appelée Curpipe. Son nom vient du fait que les colons montant de Maïbourg, qui est sur la côte, passaient par Curpipe à une hauteur de à peu près 600 mètres d'altitude. Ils curaient leur pipe, donc ça s'appelait Curpipe, qui est devenue une ville assez bourgeoise après les épidémies de malaria qui ont frappé Port-Louis parce que ces colons habitaient Port-Louis à ce moment-là. Donc j'ai grandi dans une famille dont les parents, les oncles, les tantes étaient des enseignants. Alors j'ai fait des relatives bonnes études primaires et puis j'ai été admis dans un collège très fameux qui s'appelle le Collège Royal. Et j'ai parmi mes amis de classe l'ancien Premier ministre. Et puis aujourd'hui beaucoup de professionnels. Alors, la question de devenir prêtre s'est posée à moi, disons, en fin de parcours de secondaire, même si j'étais dans une famille très pratiquante. J'ai grandi dans la routine de la foi chrétienne jusqu'à ce que, à l'âge de 19-20 ans, j'ai pris conscience de l'importance de la foi à partir de l'engagement de ma maman dans un événement familial douloureux, une sœur qui était tombée enceinte au mariage et que j'avais pris une position très, disons, très méchante en disant qu'il fallait que ma mère choisisse entre elle et moi. Et ma mère m'a dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre, reprenant l'évangile de la femme adultère. Donc, enfin, c'était pour moi mon baptême dans l'esprit, comme on dit aujourd'hui, dans le sens que j'ai pris conscience à ce moment-là ce que c'était que l'engagement chrétien au cœur d'une famille. Bon. À partir de ce moment, j'achète une Bible et je commence à aller à la messe. Et à ce moment-là, je travaillais comme inspecteur de marché, inspecteur sanitaire, disait-on, à la municipalité de Rosille, ici, où nous faisons cet enregistrement. Et j'avais comme chef un hindou et un musulman, 2 chefs. Et un jour, quand on se promenait dans le bazar de Rosille, il y avait la montagne de pain qui s'est écroulée devant nous, parce qu'ils avaient mal organisé l'affaire. Et voilà, comme inspecteur dûment habillé de notre uniforme, je me suis mis à ramasser le pain. Et mes amis, pas encore amis à ce moment-là, mes chefs hindous, musulmans, m'ont rappelé dans le bureau et m'ont dit « Jamais tu fais ça, parce que pour garder ton autorité, il ne faut pas que tu t'abaisses devant un marchand de pain dont les pains sont les manches. » Et là, je leur ai dit « Vous savez, moi, ma conception de l'autorité n'est pas celle-là. » Et on a commencé un dialogue sur la question de la foi chrétienne. Et déjà, je me posais des questions d'être prêtre à ce moment-là, parce que j'étais engagé dans les mouvements de jeunes. Et je commençais à m'interroger sur cette question d'être prêtre. Alors, le musulman ne comprenait pas comment on pouvait envisager d'être célibataire. Et l'hindou en question, après 2 ans, il m'a demandé d'être son parrain pour qu'il soit baptisé. Anecdote qui fait partie de l'île Maurice pour dire ce dialogue qui existe au niveau du terrain, au niveau de la base. L'île Maurice est un pays où finalement nous sommes tous métissés, un métissage biologique. Si vous regardiez mes sœurs, elles sont blanches. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'étonner mes amis. Ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Mais tu es chez moi. » Et mes sœurs sont blanches. Parce que mon papa était de type plutôt tamoul.
Ma maman était de type plutôt européenne, au teint très, très blanc. Et alors, parmi mes frères et sœurs, les 6, moi je suis sorti le plus noir. On appelle ça le, le, le mystère créole. Et alors, j'ai un peu souffert, puisque à l'intérieur de ma famille, il y avait un peu de racisme aussi, un peu de racisme anti-créole. Et ça, c'est très paradoxal. Et peut-être que les gens ne se rendent pas compte de ça à l'île Maurice. C'est qu'à l'intérieur d'une famille créole, nous nous appelions les créoles de couleur. C'est-à-dire le créole d'une classe sociale plus intellectuelle, parfois un peu plus friquée, et alors qui regardait de haut les petits créoles qu'on appelle les créoles mazambiques. Mazambique parce qu'ils venaient de Mozambique et qu'ils étaient de type africain, ils sont encore de type africain avec les cheveux crépus. Et je dis qu'à l'intérieur de ma propre famille, il y avait du racisme anti-créole à ce moment-là et j'ai grandi dans cette ambiance. Et je me rappelle qu'après mes études en France, que quand je revenais à la maison, j'étais choqué d'entendre ma sœur parler des Indiens de manière péjorative en disant « Samalbala ». Quand le créole vous dit Samalbala, encore aujourd'hui, c'est du racisme où on va regarder de haut. Et alors je me rappelle que j'ai repris ma sœur en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ton frère, lui-même il ressemble à un Malbar. Et comment tu peux dire que... » Bon. Enfin, pour dire que j'ai grandi dans une ambiance très raciste, que je pense existe encore à l'île Maurice aujourd'hui, envers les créoles. Et puis, peut-être que si j'étais pas prête, j'aurais pas pris la cause créole, qui va être une cause dans laquelle je vais m'engager après. Puisque, donc, je fais mes études en France, je reviens, et mon premier engagement était dans le domaine de la lutte contre la drogue dans les banlieues de Port-Louis. Et là, le milieu social était le milieu très créole, comme on dit ici, petit créole. Puis je suis envoyé à Rodrigue pour 8 ans. Je travaille à Rodrigue et je reviens de Rodrigue, responsable des vocations. Et puis, je suis appelé à être vicaire général. L'évêque vient me voir, je lui dis non, je ne suis pas fait pour ça, je suis un homme de terrain plutôt qu'un homme d'administration. Et puis, il insiste, et puis je ne trouve pas de raison de refuser. Et je suis vicaire général depuis 2002, exactement. Voilà. Et du temps de ma responsabilité de prêtre de retour de l'île Rodrigue, là, je me suis engagé dans la cause créole. Alors, comment? C'est un peu, je dirais, par glissement, parce que je prenais conscience de la souffrance de ce peuple, et il se trouve que j'étais de la génération des prêtres qui, en nombre, étaient des prêtres créoles, puisque le dernier contingent des prêtres, disons, issus des colons français et de ces grands blancs qui possèdent l'industrie sucrière à l'île Maurice, c'est 1955. Il y avait une ordination de 5 prêtres, dont 4 étaient blancs. Alors, nous sommes d'une génération de prêtres qui, disons, en majorité étaient des prêtres créoles. Et alors, nous avons introduit dans l'Église, avec une prise de conscience qu'on faisait nous-mêmes, dans une Église qui était imprimée par la culture blanche européenne, donc de cette génération comme l'évêque de Port-Louis actuellement. Et alors, mais d'une génération qui voulait faire face à cette question et aider l'Église à faire face à cette question. C'est ainsi que nous avons fondé un groupe qui s'appelle le groupe des prêtres créoles, que nous nous rencontrions régulièrement et que notre évêque n'était pas tout à fait d'accord avec nous, alors que nous ne voulions pas être un groupe de pression, quoi que ce soit, c'était un groupe de réflexion. Et au fur et à mesure que des prêtres, en majorité donc de cette population créole, là aussi quand on dit prêtres de la population créole, qu'est-ce qu'on dit? Puisqu'il y a une grande variété de créoles. Vous avez des prêtres qui viennent des petites cités, comme par exemple Alain Romaine. Moi, j'étais donc d'une ville un petit peu bourgeoise, si vous voulez. Vous avez Roger Cerveau qui venait de la côte, Poudre d'Or. Alors, dans notre groupe, on respectait beaucoup cette variété, mais on se disait à un moment donné,
qui est prêtre créole. Parce qu'au sens Larousse du terme, un blanc est un prêtre créole aussi, puisque être créole, c'est un Européen né dans les îles. Alors, pour l'île Maurice, c'est très différent. Être créole, c'est une population, disons, de phénotype africain, métissé, de différents métissages, comme on peut le deviner. L'Inde, Madagascar, Afrique et Europe, donc un peu de tout ça. Mais le métissage aussi culturel. Métissage culturel, c'est-à-dire des éléments de la culture qui viennent surtout européens, mais beaucoup de l'Inde et de Madagascar, de la côte africaine, de la côte Mozambique. Donc cette espèce de métissage culturel. Et puis nous connaissons aussi, bien sûr, un Mauricien, il mange un curry indien, et vous connaissez ça bien, il mange des plats chinois, il mange des mets européens, il les apprécie également. Donc au niveau de la base, dans les familles, on est métissé du point de vue gastronomique, on dira. Donc cette génération qui essayait de faire valoir dans l'Église la culture créole. On sortait d'une époque où le Sega créole était mal vu, parler créole était mal vu. Dans ma propre famille, à un moment donné, on était giflés si on disait des mots de créole. Il faut parler français. C'était bien de parler français. Le créole était vu comme un langage vulgaire, qu'on disait tcholo. Le Sega était mal vu, sauf dans des hôtels à titre de folklore. Et alors ça, nous allons connaître une transition de 1993 à 2013. Pourquoi je donne ces deux dates? Parce que 93, il y a un prêtre créole très connu qui est mort maintenant, Roger Cerveau, qui a poussé un cri et qui a dit, dans une fête du 1er février fêtant l'abolition de l'esclavage à l'île Maurice, il a dit « L'Église a oublié ses enfants de milieu créole. Et le pays aussi a oublié. Il est grand temps que l'Église s'occupe de ses enfants créoles. » Ça a levé un tsunami dans l'Église, une remise en question, les prêtres blancs, les uns et les autres, polémiques, etc. Et à ce moment-là, j'étais déjà donc dans le conseil presbytéral, le conseil qui réfléchit avec l'évêque des grandes questions, et l'évêque nous a confié, et j'étais dans le groupe, nous a confié une responsabilité de mener une réflexion dans le clergé sur cette question. Il faut dire sur cette question où l'évêque lui-même était mal à l'aise, parce qu'il appartenait à ce monde blanc, et je le dis très simplement parce que je peux le lui dire d'ailleurs. Et récemment, dans son anniversaire de sacerdoce, son anniversaire d'épiscopat, il a dit qu'une des périodes les plus significatives de son épiscopat a été cette question créole, que Roger Cerveau lui avait déjà dit « fais attention à ça », qu'il n'avait pas compris à l'époque et qu'il a compris après, pendant tout ce cheminement. Donc ce cheminement commence en 1993 avec ce tsunami soulevé par Roger Cerveau. Et puis nous allons voir dans le pays, comme dans l'Église, tout un travail de réflexion et de remise en question, de conflit. Si vous lisez dans la vie catholique, l'organe catholique du diocèse, le journal hebdomadaire, vous verrez ces polémiques où j'étais très engagé, et où, même à l'intérieur du monde créole, dans sa variété, on se confrontait sur toute la question, qu'est-ce que c'est qu'un créole, qu'est-ce que c'est que le malaise, etc. Et alors, pendant ces 20 ans, 93-2013, vous avez un maître mot, on a parlé du malaise créole. Il y a un malaise dans le pays par rapport aux créoles. Ils se sentent mal dans leur peau. Est-ce qu'ils ont été frustrés? Toutes sortes d'analyses. L'esclavage ayant blessé son identité profonde, il se situe mal, il reproche toujours aux autres ses malheurs. Enfin, toute une série d'analyses que nous faisions à ce moment-là. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de progrès puisque la langue créole va avoir ses lettres de créance dans l'éducation primaire, secondaire et tertiaire. Nous aurons le SEGA qui est réhabilité. Et doucement, doucement, on commence à... Comment dire, Maurice, doucement, doucement? C'est très créole, ça. Et on va parler créole partout. Et comme disait l'autre, les Blancs, les intellectuels blancs qui parlaient français, n'ont plus de boutons
pour parler créole, au fur et à mesure. Hein. C'est évidemment, les transformations sociales se font lentement. Et alors, vous avez la commission Justice et Vérité dans les années 99, et vous avez le tsunami de 99 qui soulève la colère des créoles à partir de la mort d'un chanteur qui s'appelle Kaya, un chanteur emblématique qui avait donc créé le Ségé, qui est un mix du reggae jamaïcain et du Sega mauricien. Jusqu'à maintenant, c'est le Ségé mauricien. Donc, ce chanteur Kaya était le symbole de la culture créole, mort en prison. Lorsqu'il est mort en prison, c'était le symbole du mépris de l'île Maurice, de cette culture créole. Ça a soulevé la colère des créoles avec des émeutes, des morts. Kaya lui-même est mort. Mais ça avait été un signal donné à l'île Maurice qu'il y avait vraiment un problème dans ce monde créole qui se retrouve premier en nombre dans les prisons, premier en nombre dans les consommateurs de drogue et dernier dans les résultats de fin de primaire et de secondaire, parmi les 30% d'échecs dans l'éducation. Donc, la prise de conscience, non seulement par les créoles eux-mêmes, mais par tout le pays, toute la République, de ce malaise. Et c'est de là que va naître les programmes d'accompagnement social, tout ce qu'on appelle aujourd'hui le CSR, c'est-à-dire que les entreprises donnent une partie de leur profit pour des programmes d'éducation, d'accompagnement, de relogement social, etc. Et dans l'Église, il y a une grande évolution au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on peut dire que cette question créole est largement acceptée dans le sens que les uns et les autres comprennent le problème et essayent de trouver des solutions. Alors, moi, j'ai été personnellement engagé dans tout ce cheminement jusqu'à la commission Vérité et Justice qui vient dire de manière explicite par des professionnels, sociologues, un des commissaires et d'ailleurs celui qui a été dans la commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud, Borain, un Sud-Africain qui avait présidé à cette commission. Et ils ont donné un immense rapport où figure cette question de discrimination envers les créoles, reconnu que le créole est parmi la population la plus discriminée en termes de l'emploi dans la fonction publique, en termes de salaire, en termes de manque de protection sociale, en termes d'habitation dans les banlieues sordides. Ils sont premiers dans tous les problèmes et derniers dans tout ce qui fait le bonheur de l'homme, etc. Bon. Alors, voilà donc cet engagement. Et mon sacerdoce a été marqué par ça. Et je peux dire que il m'arrive encore aujourd'hui de dire que si j'avais pas été prêtre, peut-être que j'aurais été encore à l'intérieur de l'idéologie des classes moyennes créoles qui aujourd'hui encore se considèrent loin de ce monde créole, disons, défavorisé, de type africain, qui habitent dans les banlieues, etc. Alors, ça veut dire mon sacerdoce a été beaucoup marqué par ce combat que nous avons mené à l'intérieur de l'Église. Et je me rappelle en particulier une interview autour de Jocelyn Grégoire. Jocelyn Grégoire est un prêtre charismatique qui a fait des rassemblements extraordinaires et il a composé un ensemble de chants créoles qui passent bien et qu'on chante aujourd'hui comme disons, un programme de chant très accepté par la population créole. Mais il se trouve que c'est un prêtre très charismatique et que moi, personnellement, je suis perçu comme un prêtre de la hiérarchie puisque je suis vicaire général. Alors, une journaliste très perspicace nous a posé la question « Pourquoi est-ce que Jocelyn Grégoire vous gêne ?» Et dans cette interview qui m'a valu beaucoup de problèmes, interview, j'avais parlé de ce malaise créole et j'avais dit que
l'évêque lui-même avait eu à cheminer dans cette question. Et alors, des prêtres blancs, à ce moment-là, se sont révoltés contre moi et m'ont écrit des lettres incendiaires. Et je vous parle que de quelque chose qui a existé que depuis seulement 10 ou 12 ans. Ce qui veut dire que cette question n'est pas encore, tout en étant, je dirais, bien discutée, bien partagée, bien, allons dire, analysée, ça reste encore quelque part quelque chose qui est sensible à l'île Maurice. L'île Maurice arc-en-ciel n'est pas aussi arc-en-ciel que ça. C'est arc-en-ciel, c'est vrai, mais il y a encore des débats à l'intérieur. Au niveau du coltard, au niveau de la vie en commun des gens, il y a un grand métissage, une grande entente intercommunautaire. Mais dès qu'on arrive au niveau des intérêts économiques et politiques, là, le clivage entre hindous, musulmans, créoles, blancs se fait automatiquement, puisque vous avez des appartenances de l'économie sucrière, de la fonction publique d'autre côté, et qui est très communautariste finalement à l'île Maurice. Les Blancs, c'est l'industrie sucrière, c'est les hôtels, ils ont réinvesti dans les hôtels, parfois un peu dans le textile, Chinois dans le gros commerce, hindous dans la fonction publique. C'est l'île Maurice compartimentée. Miracle de coexistence pacifique.